Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM Politique, votre rendez-vous dominical sur BFM TV avec BFM Business, représenté par Edwige Chevrillon. Bonjour Jean-Baptiste. Vous nous écoutez, vous nous regardez d'ailleurs sur BFM Business. Le Parisien avec Olivier Beaumont, bonjour Olivier. Bonjour Jean-Baptiste. Notre invité donc président de la région Sud et candidat à sa succession, bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour. Nous avons évidemment beaucoup de questions à vous poser, nous allons commencer immédiatement avec l'aspect politique des choses. Vous avez été au cœur d'une séquence politique extrêmement dense qui a provoqué beaucoup de remous. J'ai ici votre discours, le discours au cours duquel vous avez présenté votre liste pour les régionales. Vous avez salué la décision courageuse, je vous cite, de Sophie Cluzel, candidate LaREM, de retirer sa liste. Conclusion d'une séquence, donc je le disais, un peu folle, qui a surtout marqué les fractures extrêmement fortes dans votre parti politique, Les Républicains. C'est comme ça que vous la lisez aussi ? Ça a été 10 jours particulièrement intenses et difficiles. Tout ça part d'une démarche un peu complexe pour l'explication générale. Enfin, en gros, moi, j'ai bâti un plan État-région en tant que président de la région de France, avec la totalité des présidents de la région de France, où nous avons un contrat de relance. J'ai de bonnes relations avec le Premier ministre. Il est dans la majorité présidentielle et pour autant, je ne la soutiens pas, la majorité présidentielle. Mais je travaille avec la majorité présidentielle. Les élections régionales approchent. Dans ces élections régionales approchent, arrive la déclaration du Premier ministre qui dit ben voilà, il va y avoir des ministres, des parlementaires et il y a un accord politique avec La République En Marche et Muselier. Il n'y a pas d'accord politique et il y a une recomposition politique. Et là, l'enfer commence. Pour la droite, pour les commentateurs, pour moi, pour ma famille politique, où on a un psychodrame permanent, où je rappelle, lors du dépôt de ma liste, qui a eu lieu mercredi, pas d'accord d'appareil avec La République En Marche, conformément aux accords que j'ai pris dans ma famille politique. C'est moi qui fais ma liste, avec les responsables politiques locaux, présidents, secrétaires départementaux, etc., en prenant les plus grosses et les meilleures compétences partout. J'ai 135 noms sur ma liste. Sur mes 135 noms sur ma liste, j'en ai 15 de la majorité présidentielle, dont 4 sortant de la majorité régionale. Renaud Muselier. Donc il n'y a pas d'accord d'appareil, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de parlementaire. Je suis LR, fier de l'être. Il y a un tiers de nouveaux sur ma liste, un tiers de sortants, un tiers de société civile. Et j'ai pris les compétences les plus vastes. Simplement pour clarifier les choses, parce que vous venez vous-même de l'évoquer. Cette grande interview de Jean Castex, alors il faut rappeler que le Premier ministre dans la Ve République, c'est le patron de la majorité, c'est-à-dire que c'est lui qui conduit la majorité sur les combats électoraux. Vous n'étiez pas au courant qu'il allait donner cette interview et qu'il allait dire ce qu'il allait dire ? Je savais qu'il allait donner cette interview, je ne savais pas ce qu'il allait dire. Il n'a jamais été question d'une recomposition politique, jamais. Et d'ailleurs, le Premier ministre s'exprime et il ne me fait pas voir sa copie avant de s'exprimer. Donc vous avez été piégé, quoi, ce que vous nous dites. On va pas en remettre encore, là-dedans. Bah allez-y. Non, je ne veux pas en remettre. Je veux pas en remettre. L'histoire, elle est close. Pour moi, elle est close. Je suis président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis LR. J'ai présenté ma liste. Ma famille politique m'a demandé des gages. Pas de ministre, pas de parlementaire. Pas de problème. Pas de problème. Je n'ai pas d'accord d'appareil, pas d'accord avec La République En Marche. Je n'ai jamais parlé à M. Guérini. Je n'ai jamais parlé à Mme Cluzel. Mais Mme Cluzel a pris la décision de se retirer. Je salue son départ. Je ne vais pas remercier. Je salue son départ. Du coup, je me retrouve dans une situation où je suis pilote d'une liste fabriquée pour l'intérêt de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Provençaux, des Alpins, des Azuréens, pour faire en sorte que, fort du bilan qui est le mien, que personne ne conteste, je puisse bâtir une stratégie d'avenir et un programme autour des compétences qui sont les plus vastes et les plus variées dans ma liste, dans lequel j'ai quand même 19 présidents d'intercommunalité, 43 maires et des responsables de la société civile qui viennent en soutien. Pardon, pourquoi tant de pudeur ? Vous le martelez, pas d'accord d'appareil, vous le dites depuis plusieurs jours, ni accord ni fusion. Pourtant, on sait bien, il y a eu des discussions ces derniers jours avec les états-majors de La République En Marche, notamment avec le conseiller politique d'Emmanuel Macron, le député Thierry Solaire. Et quand on interroge ces personnalités-là, ils parlent bien d'un accord. C'est quoi ? C'est un accord honteux pour vous ? Mais j'assume tout. Mais je parle à tout le monde. Je n'ai jamais parlé avec La République En Marche. Eux disent le contraire. Ils disent ce qu'ils veulent. Je vous dis que j'ai jamais parlé avec La Marche. Chacun raconte ce qu'il veut. Je suis en face de vous. Je vous explique ce qui s'est passé. Bien sûr, j'ai des contacts avec M. Solvert. Bien sûr, j'ai des contacts avec l'Élysée. Bien sûr, j'ai des contacts avec Matignon. Bien sûr, j'ai des contacts avec ma famille politique. Mais regardez ma liste. Est-ce que c'est un accord ? Est-ce que c'est une fusion ? Est-ce que c'est
un 50-50. Vous avez 15 membres de la majorité présidentielle, dont 4 qui sont de la majorité régionale. Mais alors, Sur les 135, est-ce que ça, c'est un accord qui fait en sorte que ça nécessite un bouleversement de la recomposition politique française? Non. mais Renaud Muselier, Non. en même temps... Alors, je suis LR, parce que le débat est toujours sur les présidentielles qui arrivent derrière. Ouais. La volonté, c'est toujours de dire, de Paris, on va imposer aux uns, aux autres, dans le Grand Est, chez moi ou ailleurs, les listes, les accords ou non. Et vous, vous observez ça, légitimement. Je ne porte aucun jugement négatif là-dessus, et je vous remercie pour votre invitation. Mais moi, on ne m'impose rien, je fais ma liste. Oui, Et dans mais ma liste, je prends Renaud mes Muselier, quand même, compétences. attendez, Renaud Muselier. Et donc, je suis LR. Alors, le débat, c'est sur les présidentielles. Je ne suis pas le premier tour des présidentielles. On va en parler, on va y venir, voilà. vous inquiétez pas. Enfin, vous parlez, l'enfer a commencé. J'ai envie de dire, c'est plutôt vous qui avez allumé les flammes hein, avec toutes ces discussions. Surtout, on peut se demander pourquoi. Je ne sais pas si vous avez lu des propos très intéressants du patron de l'Ipsos ce matin, Brice Teinturier, le politologue, qui dit, mais en fait, au second tour, les électeurs de La République En Marche, ils auraient, a priori, tous voté pour vous, pour votre liste. Alors pourquoi quand même avoir allumé la mèche, à défaut d'avoir soufflé dessus? Parce que depuis le début, je dis qu'il faut additionner. Ça veut Depuis le dire début. Mais additionner quoi et quoi? Des compétences au profit de la région. Et dans les compétences, j'ai des compétences chez tout le monde. Et je ne vais pas faire des marques, des AOC, des appellations d'origine contrôlée, en fonction de la pureté idéologique d'un tel ou d'un tel. Bon. Et donc là-dedans, je vous donne un exemple très simple. Sur ma liste. Aujourd'hui, j'ai pris une jeune femme, une femme qui s'appelle Madame Boetti-Forestier, qui est MoDem. Madame Boetti-Forestier, qui est MoDem, qui est dans ma majorité régionale, c'est celle qui s'occupait de la tempête Alex. Dans la tempête Alex, vous le savez, c'est les trois vallées des Alpes-Maritimes. Vous auriez pu la prendre sans provoquer tout ce... J'ai rien dire le provoqué, mot, mais moi. enfin tout... Non, mais j'ai rien provoqué, moi. Bah, c'est Moi, vous je qui suis l'avez une provoqué. victime collatérale de cette histoire, de cette tourmente incroyable, dans lequel on m'a fait des procès d'intention en permanence, particulièrement violents, injustes et infondés. Donc je rappelle mes fondamentaux. Justement, en parlant de colère, Olivier. Bah oui, il y a deux personnalités notamment qui sont très en colère, c'est Bruno Retailleau et Éric Ciotti qui eux demandent carrément le retrait de votre investiture LR. Vous l'avez dit hein, juste avant, je suis LR et je suis fier d'être LR. Ça veut dire que contrairement à Hubert Falco et Christian Estrosi qui ont quitté le mouvement il y a quelques jours, vous le réaffirmez aujourd'hui, vous restez dans votre famille politique? Je reste, je resterai, je suis. Et je suis un porte-drapeau depuis toujours. Je suis RPR de formation. J'ai fabriqué, je suis membre fondateur de l'UMP. Je suis membre fondateur des Républicains. Je suis un Chiracien. Je suis d'origine gaulliste, bien entendu. Et je suis un sarkozyste. J'ai jamais trahi ma famille, moi. Je suis toujours resté dans ma Et c'est ligne. pour ça que vous n'êtes pas Et allé donc je jusqu'au suis bout. LR. Alors qu'est-ce que Je vous reste répondez à LR. Retailleau et Et donc- Ciotti? Eh bien, ils font de la politique nationale. Ils ont des arrière-pensées sur les présidentielles. Et ils pensent que c'est la recomposition politique. Et que moi, je suis LR. Je voterai le candidat LR quel qui sera désigné par ma famille politique au présidentiel. Je souhaite et je milite pour que ça soit François Barouin. J'ai toujours dit que je voulais pas de primaire. Je continue à le rappeler. J'ai toujours dit que j'étais pour Barouin. Je continue à le rappeler. Et j'espère que ça sera lui qui sera désigné par ma famille politique. Voilà, point barre. Alors, on peut toujours en permanence modifier mes propos, me prêter des intentions derrière. J'ai été ministre de la République. Je veux rester président de région, parce que j'estime que j'ai travaillé convenablement. Parce que sous les sondages qui sont faits, et Dieu sait si on peut porter des jugements sur les sondages, tous disent que j'ai un bon bilan. Et je veux continuer, au profit de mes concitoyens. Et je serai président jusqu'au bout. C'est ma région qui compte. D'ailleurs, le titre de ma campagne, c'est Notre région d'abord. Notre région d'abord. Renaud Muselier, 100% pour la région. Au milieu de ce que vous décrivez vous-même à l'instant comme un enfer, les sondages dont vous parlez, ils donnent désormais Thierry Mariani en tête, quelles que soient les configurations de premier tour. Le candidat venu des Républicains, désormais tête de liste Rassemblement National dans votre région, est en tête. C'est le favori du scrutin désormais chez vous? En tout cas, c'est un électrochoc. Alors, le sondage a été fait quand même dans les pires moments. Hein. C'est-à-dire que j'ai tempête à bord dans la maison LR, hein, quand même. Moi, qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un bon moment pour moi. Parallèlement à ça, il y a un désastre quand même qui est le policier M. Masson qui a été assassiné à Avignon. On a eu la semaine d'avant la pauvre jeune femme qui a été assassinée Mais le contexte Rambouillet. est ce qu'il Donc, est, mais le résultat de ce contexte, sondage est le celui-là. contexte. Oui, oui, mais et alors? Je ne suis pas décroché. Regardez les sondeurs. Je ne suis pas décroché. On est dans une situation, si on compare au sondage de l'époque avec M. Christian Estrosi et Mme Marion Maréchal Le Pen, on était à 27-41. Là, on est à 34-38. Mais il y a un risque. Bien entendu que cette région bascule, mais ça a toujours été le cas. C'est pas une surprise quand même. Alors peut-être que c'est une prise en conséquence, en considération. Les sondeurs, ils se présentent jamais aux élections, ils se trompent souvent, ils le disent jamais. Donc, mais par contre, si là, ils peuvent alerter sur une situation qui est une situation difficile, tant mieux.
Comme ça, au moins, tout le monde réalise que ce n'est pas un scrutin qui ne sert à rien. C'est un vrai scrutin pour l'avenir de notre région. Alors certains veulent s'en servir comme d'un tremplin ou d'un marchepied pour les présidentielles. Moi, c'est ma région d'abord. Vous n'avez pas le sentiment quand même d'être tombé dans un piège qui vous a été tendu par La République En Marche avec ces propos du Premier ministre dans le JDD il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire celui de dynamiter la droite, parce que c'est un peu le spectacle auquel on est en train d'assister en ce moment. Écoutez, j'essaie de sortir de cet imbroglio. Alors on me dit que c'est une bouillabaisse marseillaise, une salade niçoise, mais vous savez que c'est des plats d'excellence quand même. Les autres ne savent pas le faire, c'est des plats d'excellence. On va clôturer le chapitre. Parce que j'ai présenté ma liste, et que ma liste est conforme à ce que j'ai toujours dit, et que personne ne me l'a dicté. Alors que j'ai parlé avec les uns, les autres, oui, mais j'ai entendu beaucoup de bêtises qui ont été dites ou écrites quand même. Hein. Mais donc la liste montre bien à quel point, là-dedans, j'ai respecté mes engagements en faisant, moi, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, LR, une liste qui est bourrée de compétences. C'est rarement que j'ai vu une liste aussi forte dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bourrée de compétences, et qui peut, pour la suite, avoir une très grande efficacité pour l'application de notre programme. Et je serai président de région jusqu'à la fin du mois de juin pour ouvrir nos bars, nos restaurants, nos théâtres, nos spectacles. Et c'est ça qui est essentiel aussi. Renaud Muselier, on voit bien, vous dites ma région, et donc pour vous, tout ce qui s'est passé autour de cet imbroglio, c'est en fait parce que les élections présidentielles qui se jouent derrière. Est-ce qu'à votre avis aussi, ce piège dans lequel vous êtes tombé, même si vous ne dites pas le mot ni l'expression, moi je l'utilise, est-ce que c'est pas que Emmanuel Macron, finalement, a donné un peu le coup d'envoi de la recomposition électorale en vue des élections présidentielles? Parce que quelque part, c'est lui qui a provoqué tout ça. Je ne sais pas si c'est lui, en tout cas ce que je sais, c'est que les propos de M. Castex, qui sont plutôt agréables à mon endroit d'ailleurs, sur le bilan, sur les plans de région, sur ce qu'on a fait ensemble. On a quand même fait des choses absolument incroyables. Sauf que lui, il présente les choses comme un accord politique avec La République En Marche et avec une recomposition politique, mais ça n'a jamais été le cas. Je peux apprécier le travail que j'ai avec le Premier ministre dans le cadre des fonctions qui sont les siennes et ne pas être en phase avec la politique gouvernementale. Je peux critiquer, sans me priver, la gestion de la crise sanitaire auprès de M. Véran, où quand même, je n'ai pas manqué d'explications de texte assez violentes dans cette gestion de crise, et dire à M. le maire, on a sauvé des entreprises comme la CNIM dans le 1500 salariés à la Seine-sur-Mer, on a sauvé ArcelorMittal à la Fosse, on a sauvé Airbus hélicoptères avec des commandes d'hélicoptères par la protection civile, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de la Défense, on a sauvé des dizaines de milliers d'emplois. Ouais. Je peux quand même le dire, ça. Ou je suis un suppôt de la Macronie. Enfin... Mais, il y a une difficulté, Renaud Muselier, sans doute, pour une partie des électeurs de droite traditionnelle, enfin, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais c'est la clarté de la ligne des Républicains. Vous rappelez sans cesse le niveau régional, le niveau local. Vous avez sans doute raison. Dans plusieurs endroits de France, vous le savez mieux que moi, il y a des accords qui sont passés par des candidats à la Républicains, tantôt avec le Rassemblement national, tantôt avec La République En Marche. Ça dit quand même quelque chose de la difficulté du positionnement. Dernier exemple en date, Nadine Morano dans le Grand Est, qui est une des figures les plus connues des Républicains, qui dit « Moi, Rotner, sortant LR, hors de question que je le soutienne, trop proche de l'AREM ». C'est quand même très compliqué à suivre. Mais je le reconnais, bien entendu, je le reconnais. Mais là, on repart en politique nationale. Non, pardon, non, mais on repart en politique nationale. Moi, je vous parle d'un échelon local. C'est qu'au niveau local, parfois c'est l'AREM, parfois c'est RN. Mais ça, c'est national. En échelon local, je suis président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je fais ma liste, qui est la meilleure qui soit, et elle est très bonne. Et très naturellement, personne ne va la contester. Parallèlement à ça, cette liste-là, c'est la liste régionale. Après, vous me parlez du Grand Est, de M. Wauquiez, de Mme Pécresse. Mais c'est du local, ça. C'est pas votre local, mais c'est du local. Oui, mais c'est ramené en national. C'est les interventions que M. Ciotti, que M. Retailleau ou de Mme Morano, ils s'expriment dans le cadre de leurs mandats nationaux. Et au niveau local, M. Ciotti, il a quand même osé dire qu'il ne voudrait pas voter pour moi. Allez, faut calmer un peu tout le monde. Faut se mettre en perspective. Voilà. J'entends bien leurs enjeux nationaux. Voilà, j'entends bien leurs enjeux nationaux. Mais si on repart de la politique nationale par rapport au local, qu'est-ce qu'ils ont fait au municipal et LR ? Ils ont dit à chacun des têtes de liste maire sortant, vous faites votre liste comme vous organisez, avec les meilleurs pour faire vos listes. On a gagné. Pourquoi on ne fait pas la même chose aujourd'hui là pour les régionales ? Donc vous demandez qu'ils vous laissent tranquille, quoi. Et je prends ma tranquillité en leur rappelant que je suis LR. Et je prends ma tranquillité en rappelant que je suis LR. Vous savez, en plus, alors je ne vais pas jouer le match Paris-Marseille, hein,
parce que ça va être un peu indécent. Enfin, voilà, je suis un grand garçon, hein, j'ai 62 ans, j'étais 2 fois ministre, j'ai fait 25 combats politiques pour ma famille politique, j'en ai gagné 22, j'ai jamais trahi personne, je suis toujours dans ma ligne. Donc, laissez-moi faire. Je sais faire les élections. Et je suis pas un sondeur, moi, je suis un acteur. Je suis un président de région. Renaud Muselier, vous comprenez la stratégie de La République En Marche dans cette campagne, puisque dans le Sud, ils prônent un accord pour faire barrage au Rassemblement national, et pourtant dans le Nord, on envoie Éric Dupond-Moretti, grosso modo, pour affaiblir Xavier Bertrand. Gérard Larcher, dans nos colonnes jeudi, lui-même s'interrogeait sur la cohérence de tout cela en parlant de petite politique. C'est quand même le sentiment général que je veux aujourd'hui. Je ne vais pas commenter toute la journée les histoires des autres alors que je refuse qu'on me commente. Non, mais c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça va énormément jouer dans les mois qui viennent, et notamment pour l'élection présidentielle. On repasse en politique nationale, et je ne vais pas commenter les histoires des autres, je ne veux pas commenter les miennes, mais M. Bertrand a une position aussi qui est différente de la mienne. M. Bertrand s'est positionné comme président de la République, candidat potentiel, s'il est élu président de région. Moi, je ne cherche pas à être ministre. D'accord, donc on lui envoie un candidat pour le tuer, quoi, voilà. pour qu'il perde au régional dans les Hauts-de-France. Mais c'est son choix de Xavier Bertrand. Non, mais là, je vous interroge sur le choix de La République En Marche. Sur la cohérence, c'est la question que pose Gérard Larcher. Moi, je vais vous donner la mienne de cohérence. Qui dans votre famille politique. La mienne de cohérence, puisque c'est moi l'invité. Je suis président des régions de France. J'ai présidé les régions de France avec la totalité des présidents. Nous sommes allés, tous les présidents de région, confondus, les candidats présidentiels ou non, à Matignon pour signer notre contrat de relance. Parce que nous avons travaillé dans la crise sanitaire sur le plan économique, où toutes les régions de France ont été impeccables. Et je souhaite que ces présidents de région qui ont bien travaillé soient réélus. M. Bertrand en tête, M. Rotner en tête, qui a été tout à fait exceptionnel dans cette gestion de crise. Voilà l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? M. Bertrand, qui n'a jamais assisté aux régions de France, est venu à l'intérieur des régions de France. Vous croyez que Mme Delga, elle est pareille que M. Wauquiez, que M. Morin? On a tous travaillé pour nos concitoyens. Et j'ai rassemblé, toujours j'ai rassemblé. J'ai laissé libre, j'ai additionné les compétences. Je l'ai fait au niveau national. Vous me posez la question, je vous réponds. Donc, vous connaissez bien la question. Je fais la même chose au niveau du local. Vous connaissez bien la question au niveau national en tant que président des régions de France, quand même, Renaud Muselier. Est-ce que la question du front républicain est quelque chose qui va encore exister à l'occasion de ces élections régionales? On a l'impression que, on voit ce qui se passe dans les Hauts-de-France, mais chez vous, est-ce que vous vous dites, puisque vous êtes au coude à coude avec Thierry Mariani, est-ce que vous dites, j'espère que le front républicain va jouer en ma faveur? D'abord, au niveau national, là, on revient sur le national encore, il faut que ma famille politique clarifie la situation, quand même. Et je l'ai dit quand j'ai présenté mes listes. On ne peut pas avoir des lignes à multiples variables. Ma famille politique a toujours été claire là-dessus. Et des hommes comme Larcher, Barouin, Jacob font partie de la même origine familiale que moi. Et donc, ils sont dans la même logique que moi. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas. Oui, Nadine Morano, par exemple. Donc, je les invite à clarifier cette situation. Après, par rapport au Rassemblement national, le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen, à l'époque, n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est pas en essayant de dire toute la journée « Ouh là là, c'est des sombres fascistes », qu'il faut arriver à montrer, démontrer que c'est pas du tout la même chose. Je vous donne l'exemple de M. Mariani. M. Mariani, vous me dites qu'il est très dangereux. Oui, mais enfin, Mme Marion Maréchal Le Pen était très dangereuse. Parce que Mme Marion Maréchal Le Pen, quand elle était candidate la dernière fois, elle faisait des selfies sur les marchés. Tout le monde, c'était la nouveauté, la jeunesse, prenait des selfies. Il n'y a pas un mec qui fait un selfie avec Mariani aujourd'hui. M. Mariani, il a eu une évolution quand même très importante sur le plan idéologique. Il était candidat, comme moi à l'époque, quand on était au RPR, toujours en triangulaire contre le Front National. On était toujours en triangulaire. On était les seuls en France, d'ailleurs, pratiquement, à avoir ce combat dans les triangulaires. Et c'était un ardent défenseur de la liberté républicaine face au Front National. Il était maire de Valréas, il est parti. Il a été député, il est parti. Mais vous pouvez gagner sans le retrait de la liste de gauche au second tour? Quand moi j'étais avec M. Chirac et M. de Villepin aux Nations Unies pour la non-invasion de l'Irak par les Américains, mais lui était avec Saddam Hussein. Lui, aujourd'hui, au niveau international, son évolution, quand même, est au niveau de tous les gens de l'Est qui sont des D'accord, on a compris. Mais juste sur le Front républicain, pour être clair, vous avez besoin du Front républicain de la gauche pour gagner. Mais j'ai besoin de mon combat à moi. Christian Estrosi avait gagné.
grâce au Front Et républicain. sur ma ligne, expliquer pourquoi M. Mariani est un déserteur, pourquoi il a changé de camp, pourquoi il a trahi son camp, pourquoi il est touché par ce syndrome de Stockholm qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je lui dis, Thierry, mais qu'est-ce que tu fais avec M. Vardon, qui est un identitaire, qui était dans le groupe qui a tenté d'assassiner Chirac? Qu'est-ce que tu fais avec M. Ravier? Qu'est-ce que tu fais avec M. Ravier, qui vient d'être condamné la semaine dernière comme pour propos sexistes? C'est quand même incroyable. Nous allons marquer une très courte pause. Juste avant d'un mot, parce que vous avez évoqué Xavier Bertrand, il a dit si je perds, j'arrête. C'est quelque chose auquel vous pensez, si vous ne gagnez pas les régionales chez vous? Lui, il est dans un combat présidentiel. Moi, j'imagine pas la défaite, vous voulez que je vous dise? J'imagine pas la défaite. Reste avec La seule nous. chose qui est sûre, c'est que par rapport à tout le monde, là, par rapport à tout le monde, j'ai un métier. Vous êtes je suis médecin. indépendant, je suis métier, je travaille, je continue à travailler, j'ai mon activité professionnelle, là, qui est bien entendu mis en parenthèse, mais j'ai jamais lâché mon métier. Et quand j'ai mon traversée du désert, j'ai toujours travaillé. Et donc ça me donne une liberté intellectuelle, une liberté financière, une liberté d'engagement, qui fait en sorte que je peux rester sur ma ligne, fort sur mon socle. Renaud Muselier, notre invité, on revient dans quelques secondes en direct dans BFM Politique. La suite de BFM Politique en compagnie du président de la région Sud et candidat à sa succession, Renaud Muselier. Un mot du sondage paru ce matin chez nos amis du Parisien, représenté ici par Olivier Beaumont. En gros, les Français ne voient pas la différence entre les Républicains, la République En Marche et le Rassemblement National. Elle n'est pas marquée pour eux. Sur les propositions, le positionnement des Républicains, ça n'est pas clair. Ça vous fait réagir? Premièrement, je ne lis pas le Parisien. Ah bah c'est dommage. Donc, mais je dis aujourd'hui en France. Bon. Voilà. C'est pour un petit clin d'œil amical, pour détendre un peu l'atmosphère. C'est la version nationale du Parisien, vous avez raison de le préciser. Voilà, donc il n'y a pas que le Parisien, il y a aujourd'hui en France, et vive la France, notamment le Sud. Mais cette parenthèse amicale étant passée, ça ne me surprend pas vraiment, hein, parce que quand vous regardez la gestion de cette crise, qui a été pilotée, et je dis plutôt très bien par monsieur le maire, à qui on a travaillé, nous, les régions de France. Ben, l'électorat LR s'est dit, mais monsieur le maire, il est de chez nous, cette crise, il est là, la totalité des filières ont été aidées, et les élus régionaux qui ont en charge l'économie ont su être à la manœuvre pour aider. Donc c'est assez normal qu'ils se retrouvent sur l'économie de ce côté-là. Puis il y a l'autre volet de LR, qui n'accepte pas cette dérive sécuritaire, ce sentiment de justice qui n'est pas à la hauteur, cette immigration qui n'est pas contrôlée, dans lequel la part de la responsabilité du gouvernement porte les erreurs du passé, mais qui pour autant dit, mais vous n'êtes pas au niveau. Et donc à ce moment-là, ils disent, vous n'êtes pas assez dur. Et comme vous n'êtes pas assez dur, nous sommes dans une logique qui se rapproche de LR, qui porte ce message beaucoup plus ferme, que nous n'arrivons pas à faire passer. Et donc ça ne me surprend pas, je me retrouve plutôt là-dedans. C'est-à-dire que moi, par rapport à la majorité présidentielle, bah, j'ai plutôt très bien travaillé avec l'économie et l'emploi. Hein. Alors justement... Et au niveau de la sécurité et de la justice, j'ai un problème. J'ai un vrai problème. Justement, Renaud Muselier... Et donc, ça ne me surprend pas, je trouve que c'est du bon sens. Vous vous rappelez les choses, le débat, vous le ramenez au niveau local, vous êtes président de région. Vous demandez, ça fait partie de vos propositions, en fait, vous demandez plus de prérogatives, plus de décentralisation, vous demandez plus de compétences pour les présidents de région, sur la gestion de Pôle emploi, par exemple, vous en demandez la prérogative. La gestion de la sécurité, vous venez d'en parler. En fait, c'est au niveau local que tout doit se décider. Pas tout, parce que ce qui est régalien est régalien, mais on peut venir en soutien. Si vous dites, par exemple, ce qui est mon cas, je pense que la totalité de la peine de justice n'est pas faite. C'est-à-dire les travaux d'intérêt généraux, quand vous êtes condamné, vous ne les faites pas, parce qu'il n'y en a pas. J'ai vu le procureur, j'ai dit, moi, je vais en proposer 500. Et à la région, on va prendre 500 travaux d'intérêt généraux. Mais à côté de ça, pour la totalité de la chaîne pénale, vous vous retrouvez dans un système où il manque 15 à 20 000 places de prison en France. Je demande un contrat d'avenant à mon contrat de plan État-région pour pouvoir en construire 1500 dans ma région. Comme ça, j'ai ma contribution à l'éco pour avoir des places de prison supplémentaires. Vous avez l'autre volet qui est la sécurité. Nous avons bloqué, voté 10 millions d'euros d'aide aux forces de l'ordre, qu'elles soient municipales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient les casernes de gendarmerie, que ce soit pour le matériel, les voitures, les caméras. Ça a été bloqué par le tribunal administratif parce qu'on n'a pas le droit dans le cadre de la loi NOTRe. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Je ne peux même pas venir en soutien. C'est pour ça que je suis un décentralisateur. Mais j'ai toujours été décentralisateur. Je suis Marseillais en plus. Oui. Donc Gaston Defferre. On force le trait. Mais enfin, les premiers actes de décentralisation ont été faits par M. Gaston Defferre. Nous voulons arriver à respecter l'État républicain. J'ai absolument aucun problème sur le régalien. Mais on peut venir en soutien. On l'a montré. Il y a une loi du respect. L'emploi.
l'emploi. Vous avez 50 bureaux uniques d'emploi. Pourquoi vous ne laissez pas à nous? Et on le traite, et on règle le problème. Au lieu de démultiplier les bureaux où on ne sait plus qui fait quoi, on consomme les fonds européens et on n'arrive pas à aller vers l'organisation structurelle. En ce moment, on dirait qu'il y a une loi qui est en train d'être votée, la loi 4D, où on parle de décentralisation, décomplexification. Mais c'est de réaménagement administratif. On est loin sur la loi 4D. Votre modèle, est-ce que c'est le modèle allemand avec des Länder extrêmement puissants? C'est ça le modèle du président des régions de France? Non, mais je ne sais pas, je vous pose la question. C'est pas ça le modèle. Mais regardez, on nous explique toute la journée que les présidents de région ont trop de pouvoir. Ils sont trop puissants, ils sont trop forts. Enfin, regardez par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, on est des nains. On est des nains. On n'est pas dans le même système, c'est pas le même fonctionnement. Mais on est des nains. Pourquoi on a peur de nous? On est en soutien. Vous vous rendez compte que quand même, Madame Merkel est restée une journée entière à discuter avec ses présidents de Länder. Nous, on n'a jamais vu le président de la République. On n'a jamais été reçu par le président de la République. Il a reçu tout le monde sauf nous. Mais comment c'est possible? Parce qu'on a des candidats potentiellement chez nous. Et donc c'est votre souhait? Non, c'est pas un système allemand, ça c'est fédéral. Moi je ne suis pas pour un système fédéral, je suis pour une répartition des tâches avec des compétences qui nous sont attribuées et que l'on gère et que l'on assume. Regardez ce qu'on a fait. Pardon, là on joue sur les mots, Renaud Muselier, parce que le système fédéral ça peut être ça. Vous prenez l'exemple de l'Allemagne, il y a des compétences qui sont partagées, qui sont plus assumées au niveau des Länder. Vous n'avez jamais été reçu par le président de la République? On n'a jamais été reçu par le président de la République. On a été reçu par le Premier ministre. On a signé avec le Premier ministre. Alors justement, les compétences en matière de sécurité. Et on nous donne l'impression qu'on est des monstres de la vie politique. Mais vous avez vu la puissance des Allemands par rapport aux nôtres? Moi, je veux prendre en charge les hôpitaux de la région, qui sont déficitaires, qui ne fonctionnent pas, qui ont pris du retard partout. On nous le refuse. Je veux prendre Pôle emploi, on nous le refuse. Je veux prendre le pôle dans la PAC, le pilier 2 du FEDER, du FEADER, on me le refuse. On veut garder les fonds européens pour me le distiller, alors que j'ai la capacité de les gérer. Et pourquoi on nous refuse toujours cette Justement, capacité Renaud Muselier, s'il vous plaît, au sujet de ces prérogatives, je vous en prie. Les questions de sécurité. Je connais assez bien tous ces sujets. Les questions de sécurité. Parce que je me bats pour cette Nous continuons à vous interroger à ce sujet, Olivier Beaumont. Oui, des questions de sécurité, énormément d'actualité sur ce sujet depuis plusieurs jours. Encore hier, où des policiers ont essuyé des jets de pierre en marge des manifestations liées au conflit actuel en Israël et dans la bande de Gaza. Jeudi dernier, c'est un représentant des forces de police dans la Loire qui a été plongé dans le coma après avoir été pris à partie. Et puis bien sûr, la mort d'Éric Masson abattu à Avignon. Jusqu'où va-t-on aller dans cette escalade anti-flic, Renaud Muselier? Alors, il faut quand même une peine pénale quand même. Si à un moment, on touche à un flic, il faut aller en prison. Donc, en ce qui concerne, j'ai proposé, et d'ailleurs M. Diard va présenter en PPL cette semaine, une modification du texte de loi qui a été voté en 92, où on a quand même perpétuité quand même. Donc, il est là le texte de loi, il propose perpétuité incompressible. Exactement, c'est ce que j'ai demandé. C'est M. Diard, avec qui je travaille d'ailleurs, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est avec lui qu'on a mis en place une région sud, une région sûre, pour traiter le personnel de la région, pour le former, pour les gestes de radicalisation, les premiers gestes de radicalisation, pour mettre en place des dispositifs par rapport aux associations, pour que justement ce ne soit pas des viviers de fabrication d'islamisme actif. Et donc sur ce PPL de M. Diard, qui est tout à fait remarquable, j'inviterai le gouvernement à faire évoluer la loi dans ce sens-là. Vous avez là, vous touchez un policier, il est mort, vous êtes contumace, incompressible, voilà, perpétuité. Non, excusez-moi, perpétuité incompressible. Voilà. Et ça existe dans la loi. Ça a été appliqué que 5 fois. Ça dit quoi, donc, mettons, en truc, vous touchez un policier, vous le tuez, vous prenez perpète, à vie, incompressible. Ça dit quoi de notre société aujourd'hui, quand même, où, alors, finalement, ça, les policiers sont pris quand même ça, c'est l'autre volet. Moi, je trouve que le gouvernement a très bien fait d'interdire les manifestations d'hier. Mais parce qu'on voit qu'à Paris, tout ce qu'on a vécu, on n'a pas besoin d'en rajouter. On n'est pas obligé d'amener sur notre territoire des conflits extérieurs qui sont extrêmement violents. Et puis ça nous évite d'entendre, mais pas que ça, ça nous évite d'entendre mort aux Juifs. Non, mais sur la haine anti-flic. Alors sur la haine anti-flic, le retour de la police partout est très important. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est qu'aujourd'hui, dans la reconquête des territoires, on le voit bien dans des cités, sur les points de vente des territoires qui ont été mis en place, où on ne condamne jamais l'acheteur quand même, parce que c'est entre 80 et 100 000 euros par jour. Mais ces 80 et 100 000 euros par jour, ils ne tombent pas du ciel. C'est des gens qui viennent acheter cette espèce de saloperie qui vous fusille le cerveau. Et donc il faut aussi que les acheteurs soient condamnés
pour leur consommation. Et parallèlement à ça, aujourd'hui, vous avez une haine anti-flic parce qu'ils mettent un coup de pied dans la fourmilière pour essayer de reconquérir ces territoires. On a pris du retard. Ils touchent au portefeuille chez des gens qui ont été déscolarisés, qui ont été abandonnés par leur propre famille, dans lequel on a pris beaucoup de retard. Donc la sanction pénale est essentielle pour l'acheteur, pour le vendeur. La condamnation à perpétuité incompressible pour la mort de policiers, des applications de peine de prison ferme. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut engager. Et les présidents de région, comme moi, sont d'accord pour faire ça. Et si justement, sur la question de la drogue, la lutte contre le trafic des drogues, c'est une des priorités du gouvernement et notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que, du moins, vous voyez les retombées dans votre région? Lorsqu'on voit à Avignon, cette fameuse rue des Teinturiers où on sait bien, et c'est là où il s'est fait tuer, Éric Masson, oui. on se demande si ça va suffisamment loin. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Mais il faut y aller. Il faut aller Parce que cet argent qui est généré par la vente de la drogue, il part dans des circuits parallèles, qu'ils soient terroristes, islamistes, et donc quand etc. il faut y aller, il faut faire quoi? Il faut aller plus loin que ce que fait actuellement le gouvernement? Mais il faut encourager le gouvernement à le faire. Et puis il faut aider et aimer sa police. Il faut rappeler qu'on aime la police. Il faut rappeler qu'on aime l'ordre. Il faut rappeler qu'on soutient l'autorité. Le professeur à l'école, ça commence par là. Le policier, le gendarme, le pompier, l'autorité médicale, l'autorité, le sachant. Aujourd'hui, tout le monde exprime qu'il a le droit de tout faire, tout le temps. Et de tout savoir. Et donc, et ça, il faut le rappeler. Et ce travail-là est à faire. Je vous donne un exemple très simple. L'année dernière, nous avions les Gilets jaunes. L'année dernière, il y avait eu la cagnotte qui avait été faite par le boxeur qui avait frappé le policier. J'étais tellement choqué que j'avais fait ma propre cagnotte au service de l'amicale de la police nationale. Pendant qu'eux, ils ont pris 130 000, moi, en 8 jours, j'ai pris 1,5 million. C'est plus de 50 000 Français qui ont donné 20 € à ma cagnotte pour les policiers. On a donné 500 000 pour les policiers blessés, 500 000 pour les gendarmes blessés, 500 000 pour les orphelins. Ça veut dire que les Français qui ne parlent pas, ils aiment leur police. Il faut qu'ils le manifestent. Il faut qu'on leur donne la possibilité à ces forces de l'ordre qui se lèvent la peau pour notre sécurité, qu'on les remercie, qu'on les applaudisse, qu'on les salue et qu'on les soutienne. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui. J'ai vu longuement les 3 collègues de M. Masson. Ils sont d'une dignité incroyable, ces hommes. Ceux qui sont intervenus tout de suite. Ils sont morts dans ses bras. Ils étaient là avec lui. Ouais. Ils ne gémissent pas, ils ne se plaignent pas. Ils ont leurs femmes après à expliquer ce qui se passe quand ils partent tous les matins, qu'ils font leur truc. Ils sont dans le combat. C'est des hommes d'une valeur incroyable. Il faut les soutenir, ces gens. Tout le temps, sans arrêt. Autre sujet sur lequel nous vous avons évidemment beaucoup entendu depuis un an, c'est la crise sanitaire. 20 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid. C'était l'objectif du gouvernement. Il y a eu des ratés. Vous les avez condamnés en partie, ils ont été pointés du doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, bah, finalement, objectif accompli, c'était pas si mal? Ah non, ça, je ne risque pas de dire que c'est pas si mal. Hein. Je suis en critique, globalement, sur tous les points. Vous le restez? Depuis février dernier. L'histoire m'a donné plutôt raison, quand même. La première vague des 6 premiers mois, on montre quand même qu'on est en retard sur les masques, on nous explique qu'il ne faut pas le masque, on est en retard sur tout. On est en retard sur les décisions. On ne prend pas les bonnes décisions, la territorialisation, pas la territorialisation, on nous infantilise. On nous explique que ce n'est pas nécessaire. On a le porte-parole du gouvernement qui dit n'importe quoi. Enfin, il faut se souvenir quand même un peu de ce qui s'est passé. Monsieur Véran en tête, Monsieur Salomon en tête. Ah, très bien. Mais après tout le monde tâtonnait, on a droit à l'erreur. Bon. Mais je suis médecin, comme M. Véran, d'ailleurs, comme M. Rotner. M. Rotner et moi, nous avons pris des positions que nous avons fait appliquer par toutes les autres régions de France pour être très efficaces, pour acheter des tests PCR, pour organiser nos hôpitaux, pour faire des tests partout. Pendant le gouvernement ne le faisait pas, ne nous le disait pas. Tu allais acheter des masques, j'allais chercher 13 millions de masques en Chine, quand même, que j'ai signé sur ma propre responsabilité, pour fournir les hôpitaux, pour fournir la deuxième ligne, pour fournir les maires de moins de 5000 habitants qui étaient incapables de le faire. On a demandé des autotests. On a demandé les autotests depuis le mois d'octobre ou de novembre. On a dit en décembre, on veut les vaccinodromes. Ils nous ont toujours dit non, toujours dit non. Ils nous disent toujours oui, 3 ou 4 mois après. Alors, il y a aussi... Les autotests, le Premier ministre les demande, le Président de la République les demande. On les a. J'en ai 120 000 aujourd'hui que j'ai acheté, que j'ai là. Je peux même pas m'en servir, je ne veux pas me donner l'autorisation. Pour la vaccination, on nous a expliqué pas de vaccinodrome, jamais de vaccinodrome, c'est pas nous, ça on ne sait pas faire. Heureusement qu'on est là, hein, nous les maires, les présidents de région, les présidents de département, les élus locaux.
J'ai dit, appuyez-vous sur les pharmacies. Les pharmacies sont les croix vertes, vous savez. Vous avez 4100 personnes autour de chaque croix verte dans la France. Vous avez des répartiteurs. Appuyez-vous sur eux. Non, ça doit être central. Enfin, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que c'est ce pays hyper centralisé qui fait en sorte que le ministère de la Santé est autonome, indépendant, ne veut pas travailler avec le ministère de l'Intérieur pour la gestion de la crise, ne veut pas travailler avec le ministère de la Défense pour la gestion logistique, et qui là, avec sa doctrine bornée, braquée, et qui nous explique tous les soirs qu'on va tous mourir. Le ministère de la Défense, il était utilisé dans l'Est, vous parlez de Jean mais à la fin. À la fin. Bah, au tout début aussi. Non, ils ont fait juste l'hôpital de campagne. une fois. Mais ils étaient complètement débordés, les hôpitaux. Ils voulaient même pas travailler avec le privé. Souvenez-vous, dans l'Est, on a fait un hôpital public, militaire, alors qu'on ne travaillait pas avec les services de réanimation qui étaient libres dans le privé. Mais c'est quoi ça? Olivier Aumont. Et donc alors là, je suis remonté. Vous allez me dire que... Ça se voit, vous êtes surmonté, comme vous dites. Non, je ne suis pas surmonté. Et vous n'avez on parle de la vie des gens. Mais aussi, Renaud Muselier, 500 000 doses que vous avez précommandées auprès de l'ambassadeur de Russie, de Sputnik V, il y a quelques semaines, quand on redoutait une pénurie de vaccins. Cette problématique, aujourd'hui, elle semble potentiellement partiellement levée. Ça en est où sur ce sujet des 500 000 doses de Sputnik? J'ai fait comme le Land allemand, le Land de Bavière. Le Land de Bavière en Allemagne, avec l'autorisation de Mme Merkel, parce que je connais bien le système européen, a fait une commande de 2,5 millions de vaccins Sputnik après qu'il ait été validé par les autorités européennes de santé. Donc c'est toujours d'actualité. Oui, mais c'est pas autorisé. Donc c'est pas autorisé, je ne fais pas comme les Hongrois, à prendre et à vacciner, moi. Je me plie dans les règles sanitaires françaises, je viens en soutien, comme je l'ai fait tout le long. Sur le volet sanitaire, même si j'étais éminemment critique, sur le volet économique, où manifestement il s'est passé un certain nombre de choses. Petite parenthèse aussi, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion d'envoyer un petit message politique, notamment au Rassemblement national, et de marcher aussi sur les plates-bandes de votre adversaire Thierry Mariani, dont on sait qu'il entretient des relations depuis très longtemps avec mais lui, il entretient des relations commerciales, moi je entretiens des relations médicales. Lui, il entretient des relations politiques. Moi, je n'entretiens pas de relations politiques avec les pays de l'Est. Voilà, je suis dans une démarche politique qui fait en sorte que je vais chercher le vaccin là où il existe, et ce vaccin, je le mets à disposition une fois que les autorités sanitaires me donnent la possibilité de le faire. M. Mariani est dans une autre logique. Il est ami des dictateurs. De M. Aliyev qui est en train de massacrer les Arméniens. On va parler de sortie du tunnel. De M. Poutine. C'est son problème. Moi, je suis à service de ma population, de mes habitants. Et si j'ai des vaccins possibles, je le fais conformément aux règles européennes, comme les landes allemands, dont notamment le land de la Bavière. Le 19 juin, le 19 mai prochain, c'est le début, on a l'impression qu'on va sortir enfin du bout du tunnel, peut-être que vous pourrez aller sur une terrasse, je ne sais pas. Mais donc on se demande comment ça va se passer sur le plan des concerts. Il y avait un concert test qui devait se dérouler à Marseille, le concert de Yarm. On se demande pourquoi il a été annulé. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que ça vient de l'Élysée? Pourquoi ça a été annulé? Demandez-leur. Moi, ce que je sais, c'est que nous, on a mis le matériel, le personnel, la salle, avec le maire de Marseille, la présidente du département, avec moi-même, avec les autorités sanitaires, avec l'ARS, avec le préfet, pour dire on est prêt. On a le concert, on a le mode d'emploi, on imite ce qui s'est passé à l'extérieur, que ce soit on a les artistes, à Barcelone. Voilà, on voit, on fait une comparaison, on fait notre truc. 3 fois, ça a été reporté, et maintenant c'est annulé. Et bien voilà. Vous n'avez pas d'explication? Bien jamais, on vous explique jamais rien. On décide à un moment ou à un autre, alors on nous a promené là encore. On nous a expliqué, on va le faire, c'est une bonne idée. Mais c'est qui le on? C'est Roselyne Bachelot, c'est qui le on? Profitez de cette période pour faire des expérimentations qui vont nous faire avancer. On ne fait plus de médecine, on a abandonné la médecine. Dans la médecine, on doit au départ augmenter sa défense immunitaire. On ne nous a jamais expliqué comment il fallait le faire. Vitamine C, vitamine D, zinc. On ne nous a jamais fait de médecine. Renaud Muselier, il nous reste 2 minutes. Non, mais ne vous excusez pas. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, on ne pourra pas tout traiter, mais tout est prêt chez vous pour la réouverture. Oui. Les commerçants, les terrasses, les restaurateurs. Oui, nous, on a fait... enfin, tout est prêt. On a sauvé toutes les filières. On a organisé les bars, les cafés, les restaurants qui n'ont pas besoin de nous, qui ne demandent que ça pour venir travailler. On a fait des chèques de 1 000 à 5 000 euros en fonction des entreprises pour que justement, parce que ça a un coût de réouvrir. On a fixé comme objectif le 1er juillet, comme tous les 1er juillet, la fête des terrasses, où tout le monde en terrasse, de façon à ce qu'on puisse revivre. Mercredi, on aura nos terrasses, je serai en terrasse. Mercredi soir, il y a les cinémas, on sera au cinéma. Et on va faire une montée en pression sur les cafés, sur les bars,
sur les restaurants, sur les hôtels, sur nos plages, et bien sûr sur toutes nos salles de spectacle et de concerts, sur nos salles de festivals qui représentent notre vie de la région. C'est notre ADN, la culture chez nous, de façon à ce que l'on puisse avoir... Allez, va, la vie, le retour à la vie. Et tout ça conditionné à un pass sanitaire? Moi, depuis le début, je dis qu'il faut un pass sanitaire. Le premier jour, j'ai dit qu'il fallait un pass sanitaire. Avec quoi quand vous allez en Afrique, vous êtes vacciné contre la fièvre jaune. Si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, vous ne pouvez pas y aller parce que sinon vous allez mourir. Mais aujourd'hui, à partir du moment où les vaccins sont accessibles à tout le monde et qu'il n'y a pas de ségrégation, parce que sinon c'est ceux qui peuvent être vaccinés qui y vont et ceux qui... Eh bien, vous êtes vacciné, vous vous mettez sur votre application, vous mettez sur votre compte bas et vous rentrez partout avec. Voilà, et à ce moment-là, vous retrouvez la vie. Et ceux qui veulent pas se faire vacciner... Le masque sur la plage, puisque vous en parliez cet été, on peut l'enlever? Moi, je pense que c'est la distanciation qui est le plus importante. On voit bien dehors que... Bon. Ça va être compliqué. C'est la distanciation qui est importante. Mais les gens sont responsables. Vous savez, chez nous, il fait beau, là. Ils sont 4, 6, ils ne sont pas plus sur les plages. Ils restent à distance, quand même. Mais la vie va reprendre. Et donc là, à ce moment-là, on va bien voir que sur les terrasses, tout le monde va commencer à s'embrasser, se serrer dans les bras dès qu'on enlève le masque. On a envie de se retoucher, on a envie de vivre. Et ça, c'est très difficile à Renaud Muselier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM Politique. Edwige, Olivier, à très vite. Dans un instant, vous allez retrouver Affaire suivante. Je vous donne rendez-vous à 18h. 18h, mon invité, le professeur Karine Lacombe. À 19h, je recevrai le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À tout à l'heure.